Donc bonjour à tous, bienvenue d'être venus, d'avoir bravé la pluie aujourd'hui, parisienne. Et nous sommes ravis de vous recevoir chez Bourse Direct, dans les bureaux de Bourse Direct. Donc Bourse Direct, c'est un prestataire de services en investissement qui a différents agréments et on est dépositaire, teneur de compte, conservateur pour les clients. Chez Bourse Direct, ça représente à peu près 300 000 comptes, 200 000 clients, plus de 7 milliards d'encours, 5 millions d'ordres échangés par an. Voilà, donc ça c'est Bourse Direct. Et Bourse Direct, depuis 2 ans, offre de nouveaux services qui sont ce qu'on appelle le pôle épargne. Et c'est les produits qu'on va voir ce soir. C'est tout ce qui est produit de placement, de type assurance vie, contrat de capitalisation, PER, tout ce qui les produits immobiliers de type SCPI. On a plus de 70 SCPI qui sont disponibles sur notre site. On a aussi et tous les produits qu'on va voir ce soir, les Sofica, donc voilà, Nicolas Bazinet, je suis directeur du développement en investissement chez Bourse Direct. On va voir aujourd'hui les Sofica avec Caroline Desnaux. On va voir après les groupements forestiers avec Déborah Lévy. Et on verra ensuite les FCPI avec Jonathan Boudin. Et on va avoir Sylvain Guignon qui m'accompagne depuis plus de 16 ans on travaille ensemble depuis plus de 16 ans et qui va vous parler des plans d'épargne retraite et des possibilités de réduction d'impôts avec tous ces produits-là. Écoutez, on va commencer par Caroline. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir chez Bourse Direct. Merci à Bourse Direct de nous accueillir. Merci Nicolas. Merci à vos équipes. Donc on va démarrer la présentation sur le produit Sofica. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes familiers avec ce produit. Est-ce que vous connaissez? C'est juste pour savoir un petit peu si je fais vraiment un historique de la Sofica ou est-ce que c'est un produit que vous connaissez en général? Non. Personne ne connaît. Très bien. Un petit peu quand même. Ben oui, c'est pour ça que je le dis. Mais pas tout le monde, c'est pas toujours connu du grand public. Donc voilà, on va démarrer. Ce soir, on va aborder 4 points essentiels. On va se dire pourquoi investir dans une Sofica et plus spécifiquement dans la Sofica SG Image 2023. On va vous faire, Jérémy va vous faire un petit état du marché du cinéma aujourd'hui parce qu'on peut se poser la question est-ce que le cinéma marche ou marche pas depuis la crise Covid, ainsi que l'audiovisuel, puisque vous allez voir, on a la particularité d'être une des seules Sofica à investir une grande partie de notre enveloppe dans l'audiovisuel. Ce qu'on appelle l'audiovisuel chez nous, dans notre jargon, c'est d'investir dans les séries. Les séries que vous voyez sur les chaînes de télévision ou sur les plateformes style Netflix, Disney et autres. On va évidemment vous détailler la stratégie d'investissement de SG Image 2023 qui est assez spécifique et très originale aussi par rapport aux autres Sofica qui peuvent exister sur le marché. Et le fonctionnement, on va faire ça un peu rapide, d'une Sofica, c'est surtout la partie plus administrative, mais pour que vous soyez au courant comment on est organisé, comment on investit dans les séries, dans les films, ce qui nous paraît important de vous expliquer, d'avoir une transparence totale par rapport à ça. Et on vous fera un petit rappel, qui seront les 3 derniers points, qui auront déjà été abordés pendant la présentation et qui sont les 3 points qui font qu'il faut investir dans SG Image 2023 et surtout pas dans une autre Sofica. Nous allons donc démarrer. Pourquoi investir dans SG Image 2023 ? Alors tout d'abord, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que la société de gestion A+ Finance gère des Sofica. Moi, je suis chez A+ Finance maintenant depuis une dizaine d'années. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, je ne connais pas un autre secteur, dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, on peut dire que j'ai quand même j'ai aucun mérite, mais j'ai quand même une très belle connaissance de ce marché, des interlocuteurs, des sociétés de production qui sont en bonne santé, des producteurs avec qui il faut travailler et ceux avec qui il ne faut pas travailler. Après, évidemment, on n'a pas la science infuse. Le cinéma, l'audiovisuel restent des investissements où on n'a pas la boule de cristal. On ne sait pas si ça peut marcher ou pas marcher. Ça dépend ensuite d'éléments qui ne sont vraiment pas ni entre les mains de notre équipe de gestion, ni des producteurs.
Ensuite, voilà, donc EJ-Image, A+ Finance. En fait, A+ Finance, c'est aussi Bellini Partners, qui est la maison mère. Et donc, nous sommes 3 gérants. Nils Corpayen, qui est le président de Bellini Partners et A+ Finance. Moi, je viens de me présenter. Et Jérémy, qui va se présenter très rapidement dans quelques minutes. Alors, quel est l'intérêt d'investir dans une Sofica ? Il y en a 2. Le premier, c'est qu'il y a un avantage fiscal qui n'est pas négligeable et qui est une réduction d'impôt sur le revenu de 48%, plafonné à 18 000 € par foyer fiscal. Donc voilà, c'est une des réductions d'impôt sur le revenu la plus importante qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc c'est quelque chose d'assez important. Vous détenez les parts pendant au maximum 10 ans. Pour ceux qui connaissent les Sofica, en général, la détention est surtout plutôt de 5-6 ans, puisqu'on va demander à la DGFiP, qui est donc l'organisme qui délivre les agréments, en général, de pouvoir liquider de façon anticipée. Et en général, nous, on n'a jamais eu de cas où on n'a pas eu un avis favorable de la DGFiP par rapport à cette liquidation anticipée. Ensuite aussi, ce qui n'est pas négligeable, investir dans une Sofica, ce n'est pas uniquement une réduction d'impôt sur le revenu de 48%, c'est aussi un investissement qui est assez différent et valorisant. C'est un investissement plaisir. Vous allez participer à la production de... C'est moi qui ne marche pas. Ouais. Vous allez participer à la production de films de cinéma que vous allez voir ensuite dans les salles de cinéma et à la production et réalisation également de séries que vous verrez sur les chaînes de télévision ou sur les plateformes sur lesquelles vous êtes abonné. Voilà les intérêts symboliques et financiers d'investir dans une Sofica. Voilà. Alors, il faut savoir que le rôle des Sofica, qui est un instrument financier dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, reste très important. C'est à peu près 180 œuvres qui sont financées, où les Sofica contribuent au financement, que ce soit des œuvres de cinéma ou des œuvres audiovisuelles, sans lesquelles, s'il n'y avait pas l'investissement de la Sofica, l'œuvre ne serait pas produite et elle ne serait pas réalisée, donc vous ne la verriez pas ni dans les salles de cinéma ni sur vos écrans. C'est à peu près entre 65 et 70 millions d'euros par an. C'est une petite niche fiscale, puisque l'enveloppe agréée normalement de 70 millions, mais elle n'est pas toujours atteinte. Donc c'est toujours entre 65 minimum et 70 millions d'euros investis par des Sofica. Et ça représente, pour les films, un tiers des films français sont financés aujourd'hui par des Sofica, c'est-à-dire que sinon elles n'existeraient pas. Pour vous rassurer aussi, les Sofica, c'est quand même un instrument financier qui existe depuis 1985. C'est à l'époque le ministre de la Culture, Jack Lang, qui a lancé cet instrument financier, évidemment pour accompagner le cinéma. À l'époque, c'était essentiellement pour le cinéma et pas forcément pour l'audiovisuel et les séries télévisées. C'est vraiment un outil de financement et fiscal qui est extrêmement encadré, puisque comme on fait appel public à l'épargne, l'agrément est délivré par la DGFiP. Et il y a aussi l'autorisation de l'AMF et c'est piloté par notre organisme de tutelle au secteur du cinéma et l'audiovisuel, qui est le CNC, le Centre Cinéma de la Cinématographie et de l'Audiovisuel. Donc le marché, je vais passer la parole à Jérémy, comme ça tu peux te présenter aussi. Bonjour à tous, donc je suis Jérémy, que vous avez vu sur la présentation tout à l'heure. Donc je travaille avec Caroline sur les investissements chaque année de la Sofica. Je vais vous faire une petite présentation de l'état du marché, donc avec une première slide sur le cinéma. Donc comme vous le savez, il y a eu la crise Covid et le cinéma est un secteur qui a vraiment subi la crise du Covid, comme on peut voir sur le graphique. En termes de fréquentation des salles 2020, il y a eu une vraie chute de près de 70%.
Mais le point positif, c'est que peu à peu, on retrouve une fréquentation à peu près normale des salles. On voit qu'en 2022, on n'est pas encore au niveau de l'avant-crise, mais en 2023 et en 2022, sur certains mois, on a connu des fréquentations qui étaient supérieures à la moyenne d'avant-crise Covid. Donc, c'est-à-dire que la reprise est vraiment enclenchée et que ce n'est plus qu'une question de temps avant de retrouver ces niveaux. Et cette reprise, donc, qui est en plus vraiment une reprise à part entière en France, puisqu'elle est supérieure à la moyenne européenne, elle est notamment et surtout poussée par les films français qui font la majorité des entrées. Est-ce que les punaises de lit ont un problème? Fréquentation du cinéma? Je pense que ça a pu affecter un petit peu, mais... Le lit dans les cinémas. Aucune punaise de lit dans le cinéma. Elles ont fait courir le bruit. J'ai vu effectivement des articles dans le Parisien. Des gens qui sortaient du cinéma vont dire, il n'est pas là, il y a des punaises de lit. Mais je pense que ça a pu avoir une influence, mais vraiment à la marge. Les gens n'ont pas non plus arrêté de prendre le métro, par exemple. Mais voilà, mais c'est porté notamment par les films français qui ont notamment la qualité d'avoir différents profils de films, avec des gros films un peu blockbusters, on peut penser notamment aux Mousquetaires, et des films un peu plus faibles en budget, mais qui, avec les entrées qu'ils font, ont une réelle rentabilité intrinsèque. Et ensuite, si on va regarder de l'autre côté du marché, le marché de l'audiovisuel, dans lequel nous, comme l'a dit Caroline, nous investissons beaucoup, entre 50 et 40% de notre enveloppe. Là, pour le coup, la crise Covid n'a pas eu d'impact, voire au contraire a eu un impact positif, puisque, comme tout le monde, quand on a été confiné, une des activités principales, c'était d'allumer Netflix et de regarder des séries. Et on a un chiffre d'affaires qui augmente de manière presque exponentielle depuis la démocratisation de la SVOD, avec un chiffre d'affaires de presque 2 milliards en 2022, et c'est un chiffre d'affaires qui, depuis 2020, donc la crise Covid, a doublé, avec à peu près 9 millions d'utilisateurs de SVOD en 2021, par exemple. Et donc les séries sont portées donc par ce boom de la SVOD, mais aussi par le succès des séries françaises à l'international. Avec en 2000, il y a eu un petit problème de mise en forme. Je crois que c'est en 2022, il y a eu un record du chiffre d'affaires de vente de séries françaises à l'international. Donc c'est quelque chose qui est vrai depuis longtemps. On peut penser notamment aux séries Engrenage ou Le Bureau des légendes. Mais c'est quelque chose qui est toujours vrai, voire plus vrai que jamais aujourd'hui. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est sur l'autre slide, le fait qu'on, dans le cinéma et l'audiovisuel aujourd'hui, on a des sources d'investissement qui sont accrues, puisqu'il y a eu des accords entre le CNC notamment et les grandes plateformes, Netflix, etc., pour que ces plateformes aient une fenêtre de diffusion plus proche de la date de sortie en salle, donc c'est mieux pour eux en termes d'exploitation, mais en contrepartie, ces plateformes s'engagent à investir, suivant les accords, entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires français dans la création audiovisuelle, ce qui fait qu'en 2021, par exemple, par rapport à l'année précédente, il y a eu plus 14% de fonds d'investissement dans le cinéma et l'audiovisuel, avec 1,5 milliard d'euros. Donc on a un secteur du cinéma qui reprend vraiment après la crise Covid, un secteur audiovisuel, séries qui ne cesse de croître, et des investissements, des sources d'investissement qui sont décuplées, donc plutôt des voyants au vert pour le secteur. Alors, quelle est notre stratégie d'investissement une fois qu'on aura collecté? Je vous rappelle qu'on a été agréé pour un montant de 6 200 000 euros. Donc, une fois qu'on aura collecté cette somme, quelle va être notre stratégie d'investissement? Comme je vous l'expliquais, on est une des seules Sofica et on a été la première. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui le font avec proportionnellement une quantité moins importante
à investir dans l'audiovisuel, donc dans les séries. Donc bien avant la crise Covid, et comme vient de le dire Jérémy, où on a tous beaucoup consommé de séries pendant le Covid. Cette année, on a décidé, puisqu'il y a cette reprise, même si elle est lente, de la salle. L'année dernière, on avait fait 50-50. Cette année, on a décidé d'investir 40% de l'enveloppe. En fait, je vous rappelle, oui, donc on est agréé pour 6,2 millions. On collecte les 6,2 millions et ensuite, on laisse 10%. Ça, c'est une obligation. Hein, c'est la DGFiP qui nous oblige à faire comme ça. 10% qui vont rester en trésorerie. Et ensuite, finalement, ce qui est investi dans les séries et le cinéma, c'est 90% de l'enveloppe. Donc, sur ces 90% de l'enveloppe, on va investir 40% dans des investissements de l'audiovisuel. Voilà. Et 60% seront des investissements dans des films de cinéma. Donc, ça veut dire des films qui vont sortir dans les salles de cinéma. Alors, ça paraît très compliqué, mais je vais vous résumer ça en 3 mots. Au fait, finalement, ce qu'on fait aussi, c'est il y a la répartition cinéma et audiovisuel. On va finalement sur ces 90%, il y a vraiment 50% de l'investissement qui va être en risque. Ça veut dire qu'on va investir, que ça soit par exemple dans un film, on va participer au financement. On va faire une négociation, on va se récupérer sur les entrées salles, ensuite sur la VOD, ensuite sur la SVOD s'il y en a une, sur les chaînes télévision, sur l'international, etc. Mais, comme nous le faisait remarquer monsieur, si le film n'est pas un succès en salle, toutes les autres exploitations vont être influencées par ça. Et donc, ça reste quand même un risque d'investissement. Ensuite, pourquoi on vous dit que les autres 50% sont un peu moins risqués? Parce qu'ils ne vont pas dépendre du succès du film de cinéma ou de la série. Parce que quand on dit qu'on investit, par exemple, 30% en adossement, en fait, l'équipe de gestion, là où on va faire attention, c'est pas uniquement sur le projet en lui-même, évidemment que c'est important s'il est intéressant, s'il y a une logique, etc. Mais en revanche, on va beaucoup analyser aussi quelle est la société de production qui produit et quelle est sa santé financière. Puisque l'adossement, ça veut dire qu'on va mettre par exemple 100 000 euros dans un film ou dans une série, mais que quel que soit le résultat du succès ou de l'exploitation de l'œuvre, de cinéma ou d'audiovisuel, le producteur est obligé, à partir d'un certain temps qui est négocié, c'est à partir de la 3e année, donc c'est entre l'année 3 et l'année 5, de rembourser l'investissement. Donc avec un petit taux d'intérêt, selon s'il le rembourse plus ou moins rapidement. Donc a priori, sauf si la société de production fait faillite, ou a des vrais problèmes, ou est peut-être dans une période de redressement judiciaire, a priori, c'est vraiment un investissement qui n'est pas risqué. Et d'ailleurs, nous, en général, on le récupère toujours. Et quand on voit qu'une société a des difficultés, puisque les sociétés de production, c'est des petites sociétés, parce qu'on ne travaille pas toujours avec les groupes, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accepter un échéancier de paiement. Donc voilà, on a l'habitude. Et en général, sur ces 30%-là, on les perd pratiquement jamais. Et sur les 20%, en fait, là aussi, on va plutôt faire attention avec la société de production avec laquelle on va passer des accords. Et là, le développement, ça veut dire qu'on accompagne une société de production sur un slate de projets, sur un certain nombre de projets. Et l'argent qu'on investit va aider à l'écriture des scénarios, à choisir, à fabriquer les budgets, à trouver les endroits dans lesquels on va tourner, etc. Donc voilà. Donc c'est 50% qui sont à risque puisque ça dépend du succès de l'œuvre, 30% plus 20% en développement qui sont plus liés effectivement à la solidité des sociétés de production. Donc le fonctionnement et la durée de vie d'une Sofica. J'avais commencé par vous dire effectivement que quand on investit, qu'on souscrit dans une Sofica, la durée légale maximum est de 10 ans. Mais qu'en général, au bout de la 5e année, on va demander à la DGFiP l'autorisation de liquider par anticipation, ce qui en général nous est accordé. Et donc nous liquidons en général en année 6, on commence à céder les lignes. Pourquoi cette période de 5-6 ans ? Au fait,
surtout dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle, en France, on est un des seuls pays au monde où il y a une chronologie des médias qui est réglementée. C'est-à-dire que pour un film de cinéma, il va d'abord sortir en salle, ensuite il va sortir dans les plateformes et les télévisions, etc. Et tout ça est réglementé. Pendant qu'il est en salle, vous ne le verrez jamais à la télévision, par exemple, quand c'est une œuvre originale. Donc c'est extrêmement protégé. Et le premier cycle d'une œuvre de cinéma, au fait, est complet au bout de 5 ans, révolu. Voilà. Alors, des investissements dans les 3 étapes de vie, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la première étape, c'est les fameux 20% qui sont sur la première partie d'une œuvre. On part sur l'écriture. Ensuite, il y a une deuxième partie où là, on va investir les fameux 50% à risque qui vont servir à produire, à fabriquer. Donc là, ça peut être du risque ou de l'adossement. Et ensuite, on a une troisième façon aussi d'investir depuis 2-3 ans, puisqu'avant ça n'existait pas. On a le droit d'investir aussi en distribution, c'est-à-dire le distributeur, c'est la société qui décide de sortir le film en salle, qui va faire la campagne marketing, qui va décider dans quel réseau le film va sortir. Et donc là, c'est un investissement qui est à la fois un peu plus risqué parce qu'on est uniquement sur les recettes salles, mais en même temps beaucoup plus sécurisé parce qu'on est très 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 proche du ticket qu'on paye. Voilà, donc on fait toujours... et ça, nous, on s'engage à investir à peu près 10% de notre enveloppe. Donc voilà c'est un peu tout ce qui est décrit ici. Je vous fais grâce de relire tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je vous expliquais. Donc là, par exemple, on a jusqu'au 20 décembre pour arriver aux 6 millions de collecte. Après, donc, les souscripteurs deviennent les actionnaires d'une société anonyme qui est la Sofica, qui aura pour dénomination sociale SG Image 2023, qui elle-même aura une société de développement qui s'appellera SG Image Développement 2023, ce qui permet d'avoir la réduction fiscale complète de 36 à 48. Voilà, et c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Donc on sélectionne les œuvres. La sélection des œuvres se fait par 2 comités, et les comités sont composés par des experts du métier, c'est-à-dire des exploitants, des vrais producteurs, des gens qui choisissent les projets dans les chaînes de télévision, etc. Voilà, donc c'est pour ça. Donc là, on sélectionne, on fait les deals. Il y a normalement en année 2, 3 ou 4, ça dépend, il y a l'exploitation de l'œuvre. Donc en année, comme je vous l'ai dit, entre l'année 5 et 6, on va céder ligne à ligne les œuvres. Et normalement, à fin d'année 6, début d'année 7, on va procéder à la liquidation. Tout ça pour vous dire qu'au final, les actions ne sont pas gardées pendant 10 ans. Voilà, donc la synthèse, qu'est-ce qui doit vous motiver pour investir en Sofica et plus particulièrement chez SG Image 2023? Comme je vous le disais au début, c'est la symbolique. Vous investissez dans un secteur qui est quand même différent. Vous participez à la création d'œuvres de cinéma et aux séries. Le marché, comme vous l'avez expliqué remarquablement bien, Jérémy, on a une progression de la salle. Ça a été une hécatombe à cause de la crise Covid, puisque les salles étaient fermées, puis ensuite ont eu beaucoup de mal. Les gens ont eu beaucoup de mal à revenir au cinéma, mais ça reprend de façon... On est assez positif sur la reprise du cinéma. Et l'audiovisuel, on vous a expliqué aussi, c'est le contraire. Depuis la crise Covid, c'est un marché qui est en constante augmentation par la consommation en France de séries et surtout par la qualité des séries qui se vendent françaises, qui se vendent extrêmement bien à l'international. Pourquoi SG Image 2023 ? On a une expérience, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille dans ce secteur, donc je connais assez bien les interlocuteurs, accompagnés aussi par Jérémy. On est les seuls à investir, même si cette année on n'a pas mis 50%, mais 40% de l'enveloppe dans l'audiovisuel. On est les premiers à avoir eu l'expertise de ce marché de l'audiovisuel par rapport aux autres Sofica. Et ensuite, la bonne gestion de notre business plan, qui est finalement, on prend vraiment du risque sur 50% de l'enveloppe qu'on va investir. Voilà, s'il y a des questions. Merci Caroline.
J'ai juste une ou deux précisions à aborder. On n'a pas parlé du plafonnement des niches fiscales. Les Sofica rentrent dans le deuxième plafond des niches fiscales, qui est de 18 000 euros. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez réduire des impôts sur nourrice ou FIP, FCPI et groupement forestier sur le premier plafond de 0 à 10 000 euros. Et les Sofica rentrent dans un deuxième plafond à 18 000 euros. Donc, vous pouvez réduire jusqu'à 18 000 euros de réduction d'impôts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et sinon, allez-y. J'aime beaucoup l'aspect il y a du sens dans ce qu'on investit, etc. Je voulais savoir ce que vous proposiez en termes de communication financière, parce que finalement on soutient plein de projets hyper intéressants, des séries qu'on va potentiellement consommer au cinéma ou sur Netflix. Qu'est-ce que vous proposez en termes de communication vis-à-vis des projets? En fait, oui, vous avez raison d'aborder ce sujet. Sur tous les génériques des séries et des films, quand nous avons participé au développement, que ça soit ensuite en investissant en risque ou en adossement, la dénomination sociale de la Sofica apparaît en générique de début au cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu, en général, il y a produit par machin, en association avec, et vous avez la Sofica qui apparaîtra à ce moment-là. Le fait qu'on investisse aussi, par exemple, dans des films de cinéma, nous donne accès à des avant-premières. Donc, éventuellement, pour les clients qui seront intéressés, pourraient être invités à des avant-premières. Et aussi, on a des tickets, des places de cinéma que nous accorde le distributeur à titre gracieux, qu'on pourra éventuellement distribuer. Et est-ce qu'on a une plateforme digitale sur laquelle on se connecte en tant qu'investisseur et on a accès un petit peu à tous les projets qu'on finance et auxquels on contribue? On fait un rapport tous les ans, normalement, et sur notre plateforme, on communique pas mal au fur et à mesure des sorties des salles, des films de cinéma dans les salles ou de la diffusion des séries. En fait, on communique pas mal sur notre blog et sur LinkedIn, et voilà, il y a une communication qui se fait, mais peut-être que et sur notre plateforme aussi, mais c'est plus au fur et à mesure que d'avoir un point total sur l'ensemble des investissements. C'est terminé. Non, je voulais pas poser une question. Ah, oui. Allez-y. En fait, j'ai vu qu'en 2% des Français en 2023 font de bénéfices. Je voulais poser une question, si vous pouvez parler un petit peu plus sur la profitabilité des produits finaux, sur des films et des séries et En fait, c'est ce qu'expliquait Jérémy sur sa slide. Je te vois. Sur la profitabilité, peut-être Caroline pourra rentrer un peu plus en détail, mais aussi par profitabilité, il faut savoir ce qu'on entend, parce que ça peut être par rapport au budget total, par rapport à un investissement, etc. Par exemple, quand nous, on entre dans la distribution, comme Caroline l'a dit, on a des recettes, on a des parts de recettes directement, quasiment sur le billet qui est vendu au cinéma. Donc on est dans les premiers à récupérer. Donc le film peut ne pas être au global rentable, mais on peut avoir récupéré notre investissement. Et c'est un peu semblable aussi sur les films pour lesquels on ne finance pas de la distribution mais de la production. On est quand même dans les premiers à récupérer, donc ce qui assure pas forcément de récupérer 100%, mais de récupérer assez rapidement. Et normalement, on récupère combien? C'est ça la question. C'est pas 100%. En général, il est rare qu'on récupère, on va pas se mentir, 100% sur la majorité des films. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez avoir parce que c'est le cinéma qui veut que ça soit comme ça. On va être sur des projets qui vont tellement gagner, on peut arriver jusqu'à 120-130%, que ça va venir récupérer les investissements, ou même si un film a plutôt marché, on est plutôt sur 90 ou voire 70. Et après, n'oubliez pas qu'il y a au bout de la 5e, 6e année, il y a le moment de la
liquidation de la Sofica et donc de la cession des œuvres. Et en général, le producteur veut récupérer les droits qu'il nous a cédés et qui ont donné droit à des recettes pour récupérer notre investissement. Il veut le récupérer parce que autant nous, c'est pas notre cas, mais un producteur, ce qui est important, c'est au final, par exemple, quand il va revendre sa boîte, c'est d'être détenteur d'un maximum de droits sur ses projets. C'est ça qui fait la valeur de la société de production et uniquement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Les sociétés de production avec lesquelles vous travaillez sur les parties séries. Les sociétés de production avec lesquelles vous travaillez pour la partie. On travaille avec beaucoup des sociétés comme Fédération. Ça peut être aussi Newen, ça peut être 24-25, qui sont les films du kiosque, Mandarin, Télévision. Voilà. On travaille vraiment avec tout le monde. On va poser les questions un peu plus tard. On va vous recevoir pour Je suis en train de monopoliser un petit cocktail après. Et Caroline sera là, Jérémy seront là tous les deux pour répondre à toutes les questions. Donc, on parlait d'un investissement plaisir sur les Sofica. Et ben, maintenant, on va passer sur un actif tangible avec les forêts et le GFI de chez Fiducial, donc Déborah Lévy. Merci Déborah, essayons d'être un petit peu plus court. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Bonsoir à tous, merci d'être venus, enchantée. Donc moi je suis Déborah Lévy, responsable développement commercial chez Fiducial Gérance. Vous connaissez peut-être Fiducial de nom. Alors hop, je vais juste revenir sur mes slides. Il y en a beaucoup. Ah voilà, ça c'est moi. Alors, donc, effectivement, vous connaissez sûrement de nom Fiducial, qui est aujourd'hui un groupe d'experts comptables et d'avocats, qui a été créé il y a 50 ans par Monsieur Latouche, qui est fondateur et actuel président. Globalement, le groupe Fiducial, donc effectivement, c'est un groupe d'expertise comptable qui a vocation à se développer. Et aujourd'hui, l'objectif dans l'imaginaire de Monsieur Latouche, c'est de venir en aide aux chefs d'entreprise TPE et PME sur tous les domaines qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est pour ça qu'on a été sur des notions comme le monde du bureau, par exemple. On a Fiducial Office Solutions. Le monde de la sécurité, de l'informatique. Ensuite, on a développé un pôle finance, puisqu'on a aujourd'hui 2 banques, la banque Fiducial et la banque Thémis, mais qui est plutôt réservée à des professionnels. On a également du conseil financier, puisqu'on a des conseillers en gestion de patrimoine internes chez Fiducial, et Fiducial Asset Management ou Fiducial Gérance, dont je suis la représentante ce soir. Donc, qui sommes-nous, Fiducial Gérance? Donc, on est un filiale à 100% du groupe Fiducial. On gère 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion et on est une société spécialisée dans le monde de la gestion de fonds immobiliers et forestiers depuis 40 ans. On a environ 32 000 associés pour 60 collaborateurs. Environ 600 immeubles sur la partie immobilière, 2000 locataires et non 200, comme ça affiché ici. On a 5 SCPI et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est sur la partie forestière. On a 6 groupements forestiers et 2 groupements forestiers d'investissement. Donc, pour parler un peu plus de la partie forêt et de l'expertise forestière qu'on a depuis plus de 40 ans, alors effectivement, on n'était pas forcément connus puisque à l'origine, les groupements forestiers qu'on a, ils étaient plutôt destinés à des professionnels, à des institutionnels qui prenaient des fonds forestiers pour X ou Y raison. Donc, il n'y avait pas de communication autour de ça. Mais ça fait effectivement quand même 40 ans qu'on en fait, qu'on connaît notre métier, qu'on connaît le marché de la forêt. Donc, pour vous faire un petit peu un état des lieux de la forêt française aujourd'hui, on est sur un produit, la forêt aujourd'hui, c'est 17 millions d'hectares en France. Chez Fiducial Gérance, d'ailleurs, on ne fait uniquement que de la forêt française, ça je tiens à le préciser. On va sur des notions qu'on connaît, qu'on maîtrise. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur les 17 millions d'hectares de forêt, il y en a la moitié qui est exploitée correctement. Donc, on a vocation chez Fiducial Gérance, et vous, en tant qu'investisseur potentiel dans un groupement forestier, vous allez acheter des parts d'une société qui va acheter et gérer des forêts pour vous. Donc, l'objectif, c'est, on ne peut pas faire plus vert que la forêt aujourd'hui, donc c'est un placement qui a du sens, un placement éthique, éco-responsable, puisque la forêt, c'est un formidable outil de lutte contre le réchauffement climatique, notamment.
Et on est sur 31% du territoire métropolitain qui est couvert en forêt. Alors au niveau de la forêt, si jamais vous regardez cette courbe représente l'évolution du prix de l'hectare depuis les années 97. Et sur cette courbe, vous pouvez vous rendre compte que le prix de la forêt ne fait qu'augmenter d'année en année, malgré toutes les crises qu'on a pu subir. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché qui est totalement décorrélé des marchés financiers, des marchés immobiliers, ce genre de choses. Donc c'est un outil de diversification pure en termes de gestion de portefeuille. On a par exemple, dans les années 99, on a eu une tempête, la tempête du siècle. Alors moi, on me l'a raconté, j'avais 1 an, mais qui a abattu a priori plus de 8% des arbres en France. Malgré ça, on voit que le prix de l'hectare reste stable et va augmenter dans les années juste après. Pareil, 2008, la crise des subprimes, le prix de l'hectare ne fait qu'augmenter. La crise du Covid, le prix de l'hectare ne fait qu'augmenter. Et avec le contexte géopolitique qu'on connaît actuellement, on a une hausse en 2022 du prix de l'hectare également. Donc, globalement, si on fait un récapitulatif de tout ça, depuis 97, jusqu'en 2022, on a fait plus 147% d'évolution du prix de l'hectare. Donc ça, c'est un graphique qu'il va falloir que vous gardiez en tête pour les slides qui sont juste après, parce que ça va être utile. Alors, au niveau des engagements de Fiducial Gérance, globalement, quand on se dit gestionnaire forestier, on ne peut pas faire n'importe quoi derrière. Et c'est des engagements qu'on a pris également chez Fiducial Gérance, puisque l'intégralité de la chaîne de valeur est internalisée chez nous. Du sourcing des forêts jusqu'à la coupe et la vente du bois, tout se fait en interne. On a un expert forestier, notre directeur technique, qui a plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui connaît et maîtrise parfaitement son sujet. Il est accompagné d'une équipe en interne, qui sont mes collègues de bureau, qui sont les gestionnaires techniques, donc qui s'occupent des relations avec les exploitants, etc. Au niveau de la gestion des forêts, comment ça se passe concrètement ? Toutes les forêts qu'on va acquérir sont dotées de ce qu'on appelle un PLG. Alors, c'est pas le club de foot, c'est un plan simple de gestion. Qu'est-ce que c'est qu'un plan simple de gestion ? C'est en fait la feuille de route de la forêt qui est créée et qui va expliquer comment on va gérer notre forêt entre 20 à 30 ans. Donc là, on est sur des temps d'exploitation qui sont très très long terme. Et ce document va aller à un niveau de détail tel que, par exemple, on peut dire, en 2042, je vais couper la parcelle 60 de ma forêt du bois de Poulignon, par exemple. Donc c'est vraiment un document qui est officiel, légal, qui est remis au Centre régional de la propriété forestière et qui nous engage auprès de ce centre régional, d'anticiper tous les plans de coupe, tous les plans de travaux, etc. Donc c'est vraiment la feuille de route de la forêt. Et toutes les forêts qu'on va acquérir sont dotées d'un PSG. Si ce PSG arrive à expiration, on va en remettre un autre en place. Sinon, on va faire en sorte de le mettre un peu à notre sauce et à la façon dont on veut gérer notre forêt. Également, en forêt, on a ce qu'on appelle les labels PEFC, donc c'est des labels environnementaux qui donnent et expliquent le maintien de la biodiversité dans nos forêts, etc. Donc on est vraiment sur un produit qui a du sens, sur un produit qui est géré de façon réglementaire, et on utilise aussi ce qu'on appelle une sylviculture irrégulière. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot très barbare ? Tout simplement, ça veut dire qu'on va exclure les coupes rases. L'idée, c'est pas qu'on achète une forêt pour la couper intégralement et vendre les bois qui sont à l'intérieur. Ça n'aurait aucun sens dans la partie exploitation forestière et tout simplement, même économiquement, je suis pas sûre que ce soit très rentable de faire ça. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir une gestion durable, éco-responsable, saine et surtout qui se régénère par elle-même. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter au maximum les coupes rases quand on peut. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et sur nos produits en eux-mêmes, donc aujourd'hui, chez Fiducial Gérance, on a 2 groupements forestiers d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupement forestier d'investissement ? C'est tout simplement une société civile à capital variable qui a le même principe de fonctionnement qu'une SCPI. Je ne sais pas si jamais vous en avez ou pas, mais dans l'idée, on est sur le même principe de fonctionnement.
Et ces groupements forestiers d'investissement sont des fonds qui sont capés à un certain niveau. Donc on est à 15 millions d'euros de capital, avec une durée de détention recommandée de 10 ans. C'est un produit long terme, tout comme une SCPI. L'objectif, c'est de faire perdurer dans le temps. Au niveau des taux d'investissement, donc admettons qu'on parte sur 100 000 euros d'investissement. Sur ces 100 000 euros, il y a 85% qui est investi en forêt et 15% qui est gardé en solde de trésorerie pour soit assurer une liquidité future, soit anticiper des travaux, des plans de coupe, des achats de matériel si besoin, ou quoi que ce soit. Donc le premier GFI Forestial, on l'a créé en décembre 2021. Donc il a un peu plus d'1 an. On a aujourd'hui 8 forêts qu'on a acquis sur ce GFI pour plus de 600 hectares. Et on est à 10 millions de capitalisation sur celui-ci. C'était notre premier fonds, donc pour un peu, on va dire, tester la tendance, on l'a capé un petit peu moins. Là, aujourd'hui, il est de nouveau ouvert à la collecte, puisqu'on a réouvert l'enveloppe supplémentaire des 5 millions qu'on avait à disposition. Au niveau pratico-pratique, on est à 230 € de prix de souscription pour 5 parts minimum, donc un investissement en forêt à partir de 1 150 €. Notre GFI 2, on l'a créé en juin 2023, pardon. Celui-ci, il a un objectif dès le départ de 15 millions d'euros, où on a un petit peu plus de 47 hectares de forêt, puisqu'on a acquis notre première forêt il y a une semaine. On a déjà 231 associés et pratico-pratique, on est à 210 € de prix de souscription pour 30 parts minimum, donc 6 300 € d'investissement. Au niveau des critères de sélection de nos forêts et des forêts qu'on a aujourd'hui, donc là c'est la cartographie du premier GFI qu'on a, puisqu'il a un peu plus antérieur, donc on a un petit peu plus de recul. On a donc 8 forêts, on est principalement concentré dans le Loir-et-Cher et en Seine-et-Marne. Évidemment, on évite les Landes et le littoral méditerranéen. Je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de vous faire un dessin de pourquoi. Mais dans l'idée, l'objectif sur les critères de sélection, c'est vraiment d'aller chercher de la diversification au niveau des forêts en elles-mêmes, donc au niveau des peuplements des forêts, des feuillus, des résineux, au niveau des maturités des arbres qu'on a dans nos forêts et au niveau effectivement géographique. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est sur un produit qui fonctionne comme une SCPI. C'est un produit qui est visé par l'AMF, donc vous investissez pas dans n'importe quoi. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc c'est le régulateur sur les marchés aujourd'hui. Au niveau des organes de gouvernance, on a tout ce qui va être rapport annuel, tout ce qui va être conseil de surveillance. On est exactement sur le même principe de fonctionnement qu'une SCPI pour un GFI. Dernière petite chose sur ça, et très important, on est assuré systématiquement contre tempêtes et incendies sur toutes nos forêts. Bon, aujourd'hui, avec ce qui se passe, globalement, c'est quand même assez important de le préciser. Le seul risque qui n'est pas assuré, c'est le risque phytosanitaire. C'est si jamais, par exemple, il y a des petites bêtes qui viennent manger les bois. Ce genre de choses. Au niveau du fonctionnement du GFI, comment ça se passe très concrètement? D'une part, au niveau de la liquidité, donc elle est organisée mais non garantie. On est sur un produit qui se fait sur souscription-retrait avec la réserve de trésorerie dont je vous parlais tout à l'heure, des 15% qui sont gardés de côté. Au niveau des revenus, on n'est clairement pas sur un produit de rendement. C'est pas l'objectif premier puisque les rendements affichés, c'est entre 1 à 1,5, 2% par an. Mais on est sur un produit qui va se valoriser dans le temps. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure de garder en mémoire le prix de l'hectare et l'évolution du prix de l'hectare, puisque la valeur de la part, elle tient compte de plusieurs critères, et notamment de l'évolution du prix de l'hectare, en plus des droits de chasse et de pêche qu'on peut avoir dans nos forêts, en plus des stocks de bois qui constituent la forêt, et en plus du foncier sur où est située la forêt en elle-même. Donc, globalement, on n'a pas un revenu immédiat qui est très important, mais on va aller chercher la revalorisation dans le temps. Alors, effectivement, si je vous dis qu'on n'est pas sur un produit de rendement, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'investir en GFI? L'avantage, et les 3 avantages qui sont ici, c'est les avantages fiscaux.
Premièrement, on est sur un produit qui est éligible au dispositif de l'IRPME. C'est d'ailleurs lui qui nous oblige à caper notre fonds à 15 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un fonds qui atteint les 15 millions, on est obligé d'en rouvrir un autre. C'est pour ça qu'on a déjà le GFI2. L'IRPME, ça donne 25% de réduction fiscale sur le montant investi, plafonné du coup aux niches fiscales des 10 000 euros par an, donc 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 euros pour un couple. En contrepartie, il faut bloquer ses parts pendant 5 ans. Ça, c'est non négociable. Au niveau du deuxième avantage fiscal, et non des moindres, c'est sur la transmission. On est éligible aujourd'hui au dispositif Monichon. Alors, son dispositif, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne 75% d'abattement sur les droits de transmission, donation ou succession. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est sans limite de montant, on est sans limite d'âge et on est sans condition de lignée. Ça veut dire que si aujourd'hui vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez céder vos parts à qui vous le souhaitez. Votre neveu, votre oncle, votre cousin, qui vous voulez. Et on est sans durée de conservation des parts non plus. Le troisième avantage fiscal, c'est qu'on est hors champ IFI. Donc exonéré à 100% du champ IFI, sous réserve de ne pas détenir plus de 10% des parts du fonds. Bon, à moins que vous mettiez 1,5 million sur la table, normalement, on est tranquille. Donc voilà, et ces trois avantages se cumulent. Donc vous bénéficiez et de l'avantage fiscal immédiatement, et des 75% de transmission, et le fait de ne pas être dans l'IFI. Un petit point sur lequel je reviens rapidement au niveau de l'IRPME, si jamais vous dépassez l'excédent du plafond des niches fiscales, vous avez un report possible pendant 4 ans. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et ben voilà. Court, concis, précis. J'allais justement dire effectivement ce report, parce que 25%, 50 000 euros ou 100 000 euros, on dépasse les 10 000 euros de plafond des niches fiscales. Et effectivement, c'est reportable 4 ans. Donc vous pouvez faire aujourd'hui un placement de 100 000 euros et vous allez avoir 25 000 euros de réduction d'impôt. Vous allez placer 10 000 cette année, 10 000 l'année prochaine et 5 000 l'année suivante. Voilà. Donc c'est un excellent produit défiscalisant aujourd'hui, et aussi de succession pour baisser votre base IFI aussi, et de succession derrière avec l'abattement. Exactement. Et si du coup, effectivement, en synthèse, simplement, donc on est sur un placement éthique, éco-responsable, de capitalisation, puisqu'on l'a vu, l'objectif, c'est la revalorisation du prix des parts dans le temps, et un produit avec des avantages fiscaux. Est-ce que vous avez des questions? Je suis pas sûr d'avoir bien compris comment on va être utilisé ces parts qu'on va pouvoir acheter potentiellement. Alors, en fait, en tant qu'associé, vous allez acheter des parts du groupement forestier et vous allez devenir associé. Ça ne veut pas forcément dire que vous devenez propriétaire d'une forêt et ce qui vous donne le droit d'aller vous balader dans la forêt le dimanche matin, mais vous allez détenir en fait des parts du groupement forestier d'investissement Forestial ou Forestial 2 qui va vous permettre de bénéficier de tous ces avantages-là. Comme une SCPI, vous êtes propriétaire de bureaux, d'entrepôts et de commerces, mais vous ne pouvez pas y aller. Mais comment sont utilisées ces parcelles? Ah, les parcelles en elles-mêmes des forêts, elles sont gérées, exploitées en fonction des prévisions de coupe de bois qui sont... en fait, la forêt aujourd'hui en France, elle est parcellisée, donc toutes les forêts fonctionnent sous parcelles, et ces parcelles seront coupées lorsque le PSG aura décidé qu'ils seront coupables. Pour ensuite être vendu, du coup, effectivement. Est-ce que vous louez aux forêts à faire de la chasse, de la pêche aussi, pour optimiser? On a des droits de chasse et de pêche dans nos forêts, effectivement. Du coup, les gains de l'exploitation de ces forêts, c'est de 1 à 1,5%? Alors, au niveau des revenus, oui, on est sur 1 à 2% par an de revenus, qui sont du coup dus aux ventes des bois. Il me semblait avoir entendu que c'était un des business les plus profitable du moment, le bois, et donc on en est là.
En fait, effectivement, on est sur une fourchette très basse, puisque l'objectif, c'est pas qu'on vous vende mondes et merveilles si jamais, pour X ou Y raison, il y a des gains qui sont assez bas. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on soit le plus pérenne dans le temps. Donc, effectivement, après, c'est la société de gestion qui va, en fonction de sa stratégie de développement, décider de redonner tant de gains aux associés. Mais c'est vraiment pas l'objectif premier, le rendement. C'est vraiment l'avantage fiscal. Et c'est distribué comment? C'est sous forme de dividendes? Oui, c'est ça. C'est des dividendes qui sont versés annuellement. Alors Déborah se tiendra à votre disposition après, lors du cocktail. N'hésitez pas. Ce qui est intéressant, c'est la vente à peu près. Oui, c'est ça. C'est le combo des deux, en fait, surtout. Alors après l'investissement plaisir, l'investissement tangible, on va avoir un investissement un petit peu plus dynamique avec les PME françaises et européennes. Donc l'investissement dans des FIP FCPI, c'est une autre loi fiscale. Donc là, vous allez investir directement dans des PME, des chefs d'entreprise. Donc Jonathan de chez NextEdge, bonjour. Et merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup. Écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, Jonathan Boudin, je travaille chez NextEdge depuis 5 ans. Et chez NextEdge, ça fait 20 ans qu'on fait le même métier, à savoir qu'on accompagne des entrepreneurs rentables dans leur projet de croissance. Alors, un entrepreneur rentable, en fait, chez NextEdge, il dirige une entreprise non cotée en bourse. Vous connaissez tous la bourse. Effectivement, on connaît aussi les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Il en existe de toute taille. Nous, on a décidé d'accompagner celles qui sont rentables, et c'est extrêmement important, que de faire le distinguo entre les startups d'une part et les entreprises que je vais pouvoir vous présenter juste après. On n'est pas du tout sur les mêmes profils de risque et de performance. On a accompagné près de 180 entrepreneurs, et ça, on a réussi à le faire avec, grâce à la confiance de 35 000 investisseurs individuels et plus d'une centaine d'investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, on est une plateforme de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, directement et indirectement. Indirectement parce qu'effectivement, de par nos prises de participation chez d'autres acteurs de la finance, on peut aujourd'hui investir dans l'immobilier ou dans les produits structurés en passant par NextEdge. Mais quand on va parler de private equity ou capital investissement, ce que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est plus d'1 milliard d'euros qui ont été levés. 188 investissements qui ont été réalisés. On est indépendant et comme je vous le disais, donc c'est 35 000 investisseurs individuels qui nous ont fait confiance. On a été fondé par 2 entrepreneurs investisseurs. Et ça, c'est au cœur de notre ADN. Jean-David et Grégoire, qui ont tous les deux œuvré en fait, dans l'univers de l'Internet au début des années 2000. Aujourd'hui, ils sont accompagnés, ils dirigent une équipe d'une vingtaine de personnes, toutes dédiées à l'investissement. Au global, on est une quarantaine, mais on a 20 personnes qui sont vraiment dédiées à l'investissement. Et c'est des personnes qui sont, qui ont pour métier d'identifier des PME de croissance, de les accompagner dans leurs projets de développement, dans la perspective où nous sont présentés des business plans, à nous d'attester des business plans qui peuvent effectivement être délivrés et des PME qui ont le plus de capacité de croissance. Un sujet qui est important pour nous, c'est tous les sujets autour de l'environnement. De manière générale, on a effectivement plein de sociétés qui s'inscrivent directement dans cette dynamique. On a des secteurs d'exclusion, bien entendu. Une KPI qu'on aime, un chiffre clé qu'on aime bien suivre, c'est le nombre d'emplois créés. C'est vrai que quand on investit dans des PME, dans des ETI aujourd'hui en France, on crée des emplois mécaniquement. Je pense à des sociétés comme Adopte Parfum, que vous connaissez peut-être, qui est devenu le premier acteur du parfum en nombre de flacons vendus. On a multiplié les points de vente par près de 5, et ça, mécaniquement, vous créez des emplois partout sur le territoire français. Je pense à Fago. On a investi récemment dans Fago, qui est une marque de vêtements que vous connaissez peut-être, mais on ouvre 5 à 10 boutiques par an aujourd'hui avec Fago. Et donc mécaniquement, si vous voulez, donc de par ces sociétés qu'on va identifier, qu'on va accompagner, on va mettre des moyens financiers, des moyens humains, on est acteur du développement effectivement du territoire, des industries et de la création d'emplois. Alors je vous parlais effectivement du fait qu'on allait mettre à disposition des entrepreneurs des moyens financiers, mais également des moyens humains, dans la perspective où chaque entrepreneur chez nous a 2 personnes qui lui sont attribuées. Et l'idée, c'est vraiment de l'accompagner dans son projet de croissance. Il peut être différent d'un entrepreneur à l'autre, à savoir qu'un entrepreneur pourrait venir vers nous pour aller à l'international. À ce moment-là, on va l'accompagner dans ce sens. On a des personnes qui sont notamment aux États-Unis pour aller chercher des contrats
pour le compte de nos entrepreneurs. On peut aussi réaliser des opérations de croissance externe avec eux. Donc, on va aller jusqu'à identifier des sociétés qui pourraient compléter la gamme de produits ou services en fait, de la société que nous, on accompagne, dans la perspective effectivement de construire un groupe à l'échelle de l'Europe. Et donc, quand ça se passe bien, effectivement, ça se matérialise par des chiffres, une augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation du nombre d'employés. Et donc, c'est comme ça qu'on crée des plus-values. On est rentré dans une boîte qui est 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ressort, elle en fait 273 millions. Elle vaut plus cher. Et donc, mécaniquement, on réalise des plus-values. Alors, en parlant de plus-value, quand on regarde le track record de NextStage, historiquement, si on prend l'équipe de gestion telle qu'elle est constituée aujourd'hui, depuis 2009, on fait un multiple par opération de 1,9 fois pour un TRI de 14,1%. Je pourrais revenir sur la notion de TRI, mais en gros, c'est les performances annualisées. Ce qui est intéressant, c'est peut-être que sur les 12 dernières sorties, pour le coup, on s'est professionnalisé. La société de gestion a 20 ans et on apprend tous les jours. On a réussi à faire des performances qui sont encore au-dessus des niveaux qui sont présents à gauche. Moi, avec une petite équipe, j'ai la charge d'accompagner nos investisseurs individuels. J'accompagne des investisseurs individuels qui peuvent placer 1 000 € et d'autres qui peuvent placer plusieurs millions. Et dans cette perspective, on a structuré du coup toute une gamme à destination des investisseurs individuels, avec notamment les FCPI dont je vais pouvoir vous parler. Ce qui est intéressant peut-être, c'est juste que même si on cherche toujours à accompagner des entrepreneurs rentables, dans les entrepreneurs rentables, vous en avez qui font 5 millions d'euros, vous en avez d'autres qui en font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est des typologies de sociétés qui sont différentes, des sociétés qui sont plus matures. Et donc, de gauche à droite, on va accompagner des sociétés qui sont toujours plus matures. Ce que j'entends par là, c'est que là, on va être vraiment sur les sociétés les plus dynamiques, bien que rentables. Et à droite, là, on va avoir des boîtes qui font jusqu'à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pour parler rentabilité à terme, effectivement, de l'investissement, du coup, les FCPI, là, vous avez le tableau en fait, des fonds liquidés. Je me suis permis d'identifier 2 fonds en fait, qui témoignent de la stratégie qu'on a mis en place et qu'on propose cette année. Comme vous le constatez, en fait, chaque FCPI porte un nom. Alors, c'est FCPI NextStage quelque chose. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des noms qui sont différents? C'est parce que vous avez une approche au regard du portefeuille qui est différente d'une stratégie à l'autre. Et donc, typiquement, sur les découvertes, et je vais vous en parler juste après, on a une approche qui est assez singulière, puisqu'on va chercher à faire 50% de cotés et 50% de non-cotés. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est une stratégie qui a plutôt bien payé. Quand vous regardez la bourse et les petites valeurs cotées aujourd'hui, vous voyez qu'il y a, globalement, effectivement, elles ont été bien secouées. Et dans la perspective d'un fonds long terme, si on arrive à prendre des positions aujourd'hui, on a la conviction, si vous voulez, que demain, on pourra effectivement ressortir à la hausse, en tout cas générer des plus-values. Et c'est pour ça, effectivement, que dans ce contexte de marché, c'était la solution qui nous paraissait le plus appropriée. Après, il n'empêche que ça reste un investissement risqué. Typiquement, je pense aux fonds CAP qui sont juste ici, qui avaient pris l'engagement d'être liquidés en 2021 et 2022. Vous avez pris l'engagement de liquider votre portefeuille en pleine crise Covid, vous n'êtes pas bien. Effectivement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il n'empêche que régulièrement, on a pu délivrer des performances positives et je pense qu'on peut vraiment réussir à faire de belles choses sur les FCPI. Sur ce tableau-là, je voudrais juste dire un truc, parce qu'on voit bien la stratégie sur les FCPI, c'est que quand vous rentrez sur une stratégie d'investissement dans les FCPI, FIP, ces produits-là, c'est on dit d'en faire moins, mais d'en faire régulièrement, parce que vous avez des années qui sont mauvaises, et c'est la mutualisation de vos investissements sur plusieurs années qui fera, au terme des 8 ans, un investissement réussi. Donc, faites-en moins chaque année, mais faites-en régulièrement pour investir, avoir des rendements qui sont différents, et cette moyenne-là sera positive. Et au bout des 8 ans, quand vous allez être remboursé des premiers, vous avez un effort d'épargne qui sera plus faible à faire pour continuer votre investissement, où il y a même plus où vous pouvez augmenter votre effort d'épargne, augmenter votre investissement pour défiscaliser plus. C'est vraiment une stratégie long terme, mais on voit sur nos clients qu'on accompagne depuis 99, ils sont tous gagnants sur des stratégies comme ça. Voilà, donc effectivement, nous, on est très fiers de voir des investisseurs qui nous suivent depuis le tout début et qui, du coup, ont gagné de l'argent sur ce type de fonds. Je vais passer, du coup, à la solution en elle-même. Vous parlez effectivement du découverte 2022-2023. Donc, comme je vous le disais, vraiment, la spécificité de ce fonds, ça va être de faire 50% de côté et 50% de non-côté. Je vais vous parler derrière de 2 boîtes, du coup, dans lesquelles on a déjà investi. Une que vous connaissez peut-être par ailleurs. Comme vous pouvez le voir, dans le cadre du précédent fonds, on avait investi dans Fago.
C'était la marque de vêtements dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est une quarantaine de boutiques. Il y en a une à Vincennes qui est très jolie. Vous avez des boîtes partout en France. Bois, c'est une boîte dans la logistique qui est à Lyon. Javelot, c'est une boîte qui est à Lille et qui rend les silos à grains intelligents. Il y a un gros sujet en fait derrière le grain, le stockage du grain, en fait des problèmes d'humidité. On perd en fait 20 à 30% de la production dans ces silos. Et donc nous, on va rendre intelligent le silo dans la perspective d'amoindrir, si vous voulez, la perte. Et le marché est juste énorme. Ce que je voulais illustrer par ça, c'est qu'en fait, on va investir partout en France. On est vraiment acteur du coup du développement des PME et des ETI, et on a la conviction que c'est en accompagnant ces PME, en leur permettant de devenir des ETI et à terme des grands groupes, que aussi on va développer l'économie de la France. Quelque chose peut-être d'intéressant, c'est que découverte 2022-2023, parce qu'il est disponible, il est en période de levée de fonds depuis l'année dernière. Et ça c'est assez intéressant, parce qu'en fait, si le fonds a une durée de vie de 8 ans projeable 2 fois 1 an, aujourd'hui, maintenant qu'on est en fin 2023, vous allez pouvoir rentrer aux mêmes conditions que les investisseurs de 2022. Mécaniquement, vous serez investi moins longtemps. Rapidement sur le portrait robot des sociétés qu'on cherche à accompagner. Donc minimum 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est vraiment le cahier des charges de l'équipe d'investissement. Nous, on va vouloir quand même détenir une proportion significative du capital de la société, mais on veut que les entrepreneurs détiennent le gros du capital, dans la perspective où si ils détiennent une partie significative, s'ils sont majoritaires dans leur société, ils ont tout intérêt à ce qu'elle se développe. Donc on ne sera jamais majoritaire. On veut qu'elle témoigne d'un historique de croissance important. On veut aussi qu'elle puisse répondre aux critères innovants pour bénéficier de l'avantage fiscal que je vais vous présenter derrière. Et donc, il faut notamment qu'elle présente un niveau de dépenses en R&D qui nous permette de justifier du caractère innovant de la boîte. Ça, c'est quelques exemples rapides. On a vraiment investi dans tout type de secteur. Vous avez Harvest, bon là c'est vraiment de la gestion de patrimoine, mais pour en prendre une autre, là où vous avez un éditeur alors là c'est du Drive, et donc tout ce qui est sécurisation des données. Vous avez InVibes qui a développé de nouveaux formats publicitaires qui marchent extraordinairement bien. Vous avez Innova qui est une boîte aujourd'hui, la boîte de référence quand il s'agit en fait des CRM pour l'industrie pharmaceutique. Vous voyez, le champ des possibles est assez vaste. Et je vous ai parlé de parfums, je vous ai parlé de vêtements. Dans l'idée, si on peut rentrer, si vous voulez, à des conditions favorables dans une société qui n'a pas une émission carbone trop importante, eh ben on y va. Alors je vais vous présenter 2 sociétés qui sont déjà dans le fond. Aérophile, du coup, si vous connaissez ce ballon, du coup, il est au parc André Citroën à Paris. En fait, initialement, l'activité de la société, c'est vraiment l'exploitation de ballons. Donc, c'est vraiment une société qui s'inscrit dans le domaine du tourisme. Mais en fait, ils se sont rendus compte, du coup, quand ils ont vendu le partenariat, enfin la publicité Generali, que leur ballon devenait gris. Et donc, ils ont inventé une boîte qui va en fait capter les microparticules autour du ballon dans la perspective de le rendre, qu'il soit toujours blanc. Et en fait, aujourd'hui, cette boîte, on va la déployer dans des écoles et on va la déployer dans le métro, dans la perspective en fait de réduire du coup les microparticules dans ces environnements fermés. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de fonds. C'était pour accélérer dans le déploiement de cette fameuse boîte à microparticules. Et donc, on s'appuie sur en fait la rentabilité existante de la société de par son activité de tourisme, et on va développer du coup un autre axe de développement. Une autre société, cette fois italienne. On va progressivement aussi vers les pays limitrophes. C'est une société donc là qui va en fait faire le portrait robot d'un bâtiment, dans la perspective en fait d'accélérer, si vous voulez, tous les travaux de rénovation et proposer un outil en fait aux professionnels de la rénovation. Vous voyez, on n'est pas quand même sur des petites sociétés. On parle de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires d'une part et de 15,4 millions d'euros de chiffre d'affaires d'autre part. Des niveaux de rentabilité qui sont quand même plutôt bons. Maintenant, si on parle de l'avantage fiscal rapidement, vous avez 22,5% de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de votre investissement. On rentre dans le plafonnement des niches fiscales à l'IR. La première tranche, du coup, 10 000 euros. 0% d'impôt sur les plus-values hors prélèvements sociaux. On reste sur un investissement long terme. Néanmoins, effectivement, dans des cas très particuliers, il est possible effectivement de pouvoir sortir son argent, et ils sont listés juste ici, même si je ne vous les souhaite pas du tout.
Tu as dit 22,5 et c'est marqué 25. Ouais, tout à fait, parce que on avait, en fait, l'idée, c'est qu'on pourrait monter à 25% si on décidait d'investir 100% du portefeuille en sociétés innovantes. Les sociétés innovantes, quand même un cahier des charges en soi. Se laisser 10% de marge de manœuvre pour aller saisir des opportunités qui ne qualifieraient pas en fait aux critères innovants, ça nous paraissait être pour le coup la meilleure des solutions. Il faut comprendre aussi qu'on a besoin de liquidité aussi à un moment, donc ça nous permet de gérer tout ça et d'être beaucoup plus flexible. La loi dit 25% de réduction de votre investissement du quota de PME éligible. Et les FIP FCPI définissent leur taux de PME dans lesquels ils veulent investir, sachant que le minimum c'est 70% par la loi, mais donc ça ferait 25% de 70%, mais les sociétés de gestion déterminent leur niveau de quota de PME à 90, 95 ou 100%, et ce qui fait un taux de réduction de 22, 22,5, 23 à 25%. Et NextEdge a pris... Alors après, c'est une position qui est différente selon les différentes sociétés de gestion. Oui. Aujourd'hui, 22,5 ou 25, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Il faut vraiment s'arrêter à une diversification dans les FCPI et s'adapter sur une stratégie. Voilà. 22,5, ça nous paraissait être un bon compromis. En fait, on a besoin de flexibilité aussi dans le cadre de la gestion de ces fonds. Bon, on est prélevé à la source aujourd'hui, donc effectivement, vous voyez restituer du montant de la réduction d'impôt en année N+1. Alors là, j'en arrive, moi, j'adore ce schéma, mais certains ont du mal à l'appréhender. L'idée, c'est que vous avez effectivement une période de souscription. Du coup, on est en levée de fonds, on va monter jusqu'à 30 millions d'euros sur le fonds. En parallèle, on commence à investir du coup les fonds qui nous sont confiés. Ce que je voulais vous montrer en fait sur ce schéma, c'est que vous avez ce qu'on appelle des événements de liquidité qui arrivent bien avant le terme du fonds. Donc là, c'est la date de liquidation définitive du fonds. On a rendu tout l'argent à nos investisseurs. J'ai pris l'exemple du dernier fonds découverte qu'on a liquidé. Si j'investis 10 000 euros, donc déjà N+1, je me vois restituer du coup tout le montant de la réduction d'impôt. Il était de 25% à l'époque. Ensuite, 7 ans après, hop, j'ai une première distribution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai une trentaine de boîtes dans mon portefeuille. Entre la première que je vends et la dernière, il va se passer du temps. Donc, je ne vais pas garder le cash en fait sur le compte du fonds. Donc, dès que j'en ai suffisamment, je vous distribue du coup les liquidités qui sont présentes au compte du fonds. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mécaniquement, en fait, même sur un fonds de 8 ans plus 2 fois 1 an, vous allez pouvoir percevoir dans l'absolu une partie de votre capital et potentiellement des plus-values avant le terme de celui-ci. Et donc potentiellement remettre votre argent au travail, comme le disait Nicolas. Et donc effectivement, on peut être amené à réaliser plusieurs distributions. Là, on en a réalisé 4. Voilà. Et bon, alors là, vous avez vu, il y a une prorogation exceptionnelle, parce que typiquement, sur une trentaine de boîtes, il nous arrive de temps en temps d'en avoir une qui est plus difficile à vendre. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer décaler de 6 mois, si vous voulez, et avoir un reliquat sur le fonds, dans la perspective de trouver un acquéreur en fait, au rachat de nos positions. C'est tout. Merci Jonathan. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, un peu la même question que j'avais tout à l'heure. On investit dans des belles PME, dans des beaux projets, etc. Et qu'est-ce que vous proposez en termes de communication à des investisseurs ? Alors, nous, on a fait le choix de la transparence. Donc déjà, sur notre site internet sont présents tous nos fonds, tout leur portefeuille et toute l'actualité de chaque participation. Et donc, on peut se renseigner comme ça. La valorisation, bien entendu, du fonds, les distributions qui ont pu être réalisées, les reportings, toutes les lettres aux porteurs. Tout est disponible sur Internet et public. Maintenant, régulièrement, on communique effectivement notre base investisseur. On a une lettre d'information déjà, qui parvient du coup dans la boîte aux lettres, la boîte aux lettres de souscripteurs, 2 fois par an. Et c'est l'opportunité des fois aussi de partager quelques promotions ou autres avantages qu'on pourrait avoir, notamment chez Fago. Voilà. Je voulais revenir sur un point. Évidemment, tous ces produits-là sont achetables sur le site internet épargne.boursedirect.fr. Donc, comme c'est fait sur internet, il n'y a pas de frais de souscription sur aucun des produits. Alors, il y a des produits comme les Sofica où il n'y a jamais de frais de souscription. Sur les FIP FCPI, dans la notice AMF, ça va jusqu'à 5% de frais de souscription. Nous, on ne prend pas de frais de souscription. Et sur les groupements forestiers, il y a aussi des partenaires, des confrères qui prennent 5% en plus de frais complémentaires que nous, on ne prend pas. On est payé directement par la société qui nous reverse 5% pour être transparent. Moi, ce qui était important pour moi aujourd'hui, dans une présentation comme ça, c'était de vous montrer les mécanismes
de voir des gérants, de voir comment ils gèrent, que vous compreniez les produits pour vous montrer l'intérêt de ces produits-là et que vous souscriviez, et que ces produits-là, ça va correspondre à des stratégies qui vous sont personnelles aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne de 25 ans va pas acheter, ou 30 ans, va pas acheter un groupement forestier, mais va aller plutôt sur des PME. Et en vieillissant, on différencie un peu, on change un peu ses idées, ses principes d'investissement, et ainsi de suite. Donc c'est aussi important de voir ça et de souscrire un produit que vous comprenez, parce que vous ne serez pas déçu de la performance derrière. Alors on va passer sur une autre type d'enveloppe. Là, pardon, allez-y. Oui. Question. Vous avez évoqué un fonds qui, par exemple, a échéance en 2026. Oui. Et est-ce qu'il est toujours ouvert à souscription, par exemple? Parce que vous avez dit, si on rentre aujourd'hui, eh ben, on ne restera que 3 ans au lieu de 8-9 ans. C'est pas 2026, c'est le fonds qui était ouvert l'année dernière, est encore ouvert cette année. Voilà. Donc vous pouviez souscrire. Vous pouvez gagner une année sur la durée de vie du fonds. Il va courir jusqu'en 2032, le fonds. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en 2029, on soit amené à réaliser la première distribution, du coup, et on aimerait qu'elle soit significative. Dans l'absolu, à hauteur du capital investi, ce serait le top. Voilà. Ce qui vous permettrait de remployer par ailleurs, du coup, vos fonds dans un autre produit, si vous le souhaitez, si vous êtes convaincu de la stratégie. Avec des small. Voilà, il y aura du small cap, même du micro cap peut-être, et on aura des sociétés non cotées. Typiquement, Fago, j'en ai encore parlé, je redis, mais qui n'est pas coté en bourse pour le coup. La seule manière d'investir dans cette boîte, c'est à travers de ce fonds. Et le fonds, c'est 50-50 ou c'est... 50-50. L'idée, c'est voilà. Donc c'est un objectif. Je vous dis pas qu'on fera vraiment 50-50, peut-être que 45-55, mais voilà. C'est l'idée. Exactement. Et ce sera un peu moins parce qu'il y a le cash. Ouais, tout à fait. Sur la partie sur l'actif effectivement investi, il y aura un peu de cash. Ouais. Ben merci Jonathan. Donc on va passer, on va parler là du plan d'épargne retraite. C'est des produits complètement différents, donc c'est beaucoup plus proche de contrats d'assurance vie, de contrats de capitalisation, et avec des caractéristiques qui sont propres au PER. Donc Sylvain, qui travaille avec moi depuis 16 ans, 17 ans même je crois, et qui est spécialiste, qui est Monsieur Père pour Bourse Direct aujourd'hui. Bonsoir à tous. Alors, ça va être un petit peu plus rébarbatif en ce qui me concerne, puisque c'est de la réglementation essentiellement. Donc voilà, moi j'appartiens au pôle épargne de Bourse Direct, depuis que nous avons intégré Bourse Direct maintenant il y a 2 ans. Tout d'abord, effectivement, le PER est une solution où la situation fiscale de chacun fait qu'on n'aura pas le même effet. Donc, bien tenir compte de sa situation fiscale avant d'investir, et aussi investir pas uniquement pour la réduction d'impôt. On est sur un produit d'épargne à long terme, puisque vous pouvez souscrire à tout âge. Ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 30 ans. Donc, il vous permettra d'obtenir à l'âge de la retraite un capital ou une rente. Donc, sur la sortie, c'est au plus tôt entre l'âge légal du départ à la retraite et la liquidation de votre régime général de la retraite, de la sécurité sociale. Donc, il vous permet également, effectivement, de bénéficier d'un avantage à l'entrée. La contrepartie, c'est qu'en sortie, c'est la totalité du capital constitué qui sera fiscalisé. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, durant toute la période d'activité du titulaire de plan, l'épargne est bien sûr bloquée, sauf quelques cas de déblocage qu'on doit effectivement avoir dès maintenant. Donc, sortie anticipée, la grande majorité sont plus des accidents de la vie. Et on a aussi l'acquisition de la résidence principale qui a été ajoutée par rapport à d'anciens dispositifs. Donc vous avez le décès du conjoint partenaire de Pax titulaire du plan, l'invalidité, le surendettement, l'expiration des droits à chômage, on a la révocation pour les mandataires sociaux et la cessation d'activité suite à un jugement de liquidation judiciaire. Ce qui est un bon outil de prévoyance aussi, le PER, on l'oublie souvent. Voilà, effectivement, de toute façon, s'il y a un décès dans le couple, les 2 PER pourront être débloqués, puisque l'un se débloquera par décès et l'autre, c'est un cas de déblocage anticipé. Alors, déblocage anticipé, donc une fiscalité particulière, et notamment... La fiscalité, c'est après, pardon. J'ai sauté une slide. J'ai juste rajouté, ça c'est dans la loi de finances, donc qui est en discussion, donc peut-être pas... on ne sait pas si ça sera adopté, mais a priori, ça nous permettra de lever beaucoup de flou juridique, notamment c'est les mineurs. On avait autorisé le PER aux mineurs, mais problème de donation déguisée. Beaucoup d'assureurs ne faisaient pas les mineurs, d'ailleurs, à cause de ça.
les services juridiques avaient complètement décidé de ne pas rentrer dans le sujet. Donc, ce qui fait que les PER, si vous avez des PER pour mineurs actuellement, jusqu'aux 18 ans de l'enfant, vous pourrez continuer à le gérer, faire des arbitrages, mais vous ne pourrez plus faire de versement. Donc ça doit être encore validé. On aura l'info plus tard, le 31 décembre, avec la validation du Conseil constitutionnel. C'est un produit, effectivement, qui présente de nombreux avantages, notamment de par ses transferts. Parce que, effectivement, là, le produit a maintenant 4 ans, puisque c'est octobre 2019. Peut-être qu'on aura des meilleurs plans qui vont sortir à l'avenir, peut-être des PER compte titre, qui pour l'instant est une offre très très limitée et très très peu flexible. Donc c'est pour ça qu'essentiellement, vous verrez, nous on a une offre PER assurance. Et donc vous pouvez, quand vous avez des dispositifs en entreprise, notamment je pense aux articles 83 ou PER entreprise, les PERCO, vous voyez, on peut ramener tous ces fonds dans le PER individuel que vous aurez sélectionné. L'avantage, c'est qu'on a certains dispositifs en entreprise qui peuvent être limités en termes de choix de fonds. C'est dans ce cas-là. Alors, sur la partie catégorielle, donc essentiellement article 83, donc PER obligatoire, maintenant sa nouvelle appellation, c'est uniquement quand vous n'êtes plus dans l'entreprise. Vous ne pourrez pas le transférer autrement. Le PERCO, vous pouvez le faire tous les 3 ans. Et les PER individuels, là, il n'y a pas de limitation. Vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez, les faire transférer autant que vous voulez. Il faudra s'armer de patience parce que les transferts, ça peut prendre entre 3 et 6 mois. La partie fiscalité, donc la partie avantage fiscal, là je vous ai remis donc la barème d'impôt qui est dans la loi de finances, qui sera adoptée, qui a été fortement revalorisée. Et c'est là effectivement où la situation de chacun n'aura pas les mêmes effets sur l'impôt dans ces gains fiscaux, si vous voulez. Puisque vous allez, les versements, dans la limite de certains plafonds qui sont indiqués sur vos avis d'imposition, vous allez pouvoir les déduire de votre revenu imposable. Donc, plus votre tranche marginale sera élevée, plus l'efficacité fiscale sera importante. Alors là aussi, sur cette estimation d'impôt, on vous accompagne, parce que là où, quand vous avez une ou deux parts, parce que vous avez une ou deux personnes dans votre feuille fiscale, c'est simple, mais quand on rajoute des demi-parts, après il y a des plafonnements qui rentrent en jeu, donc ça peut être compliqué pour déterminer réellement l'efficacité fiscale. Alors, et donc, effectivement, je répète, le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les plafonds que j'évoquais tout à l'heure, donc en gros, c'est 10% de votre revenu d'activité. Sachant qu'il y a un deuxième plafond qui est 10% du plafond annuel de la sécurité sociale qui permet aux retraités d'avoir des plafonds aussi de versement. Mais pour ceux qui auraient des dispositifs en entreprise d'épargne salariale, j'attire votre attention, c'est que vous avez de nombreux avantages dans ces dispositifs qui viennent diminuer vos plafonds de déductibilité. Et ça, c'est des choses qui ne ressortent pas forcément dans votre avis d'imposition, puisque l'État lui calcule, en fonction des revenus que vous avez, les plafonds pour l'année en cours et les 3 dernières années. Mais si vous ne renseignez pas éventuellement un abondement PERCO, c'est des choses que normalement doivent être renseignées dans votre déclaration, eh bien, il ne peut pas justement ajuster vos plafonds pour vous dire exactement ce que vous avez en déductible. Donc j'attire votre attention, si vous voulez souscrire un PER et faire surtout des gros versements, attention aux dispositifs en entreprise. Alors, la fiscalité en cas de sortie, donc c'est là où je reviens sur les accidents de la vie. On a une fiscalité, je dirais, un peu assurantielle, puisqu'on aura une totale exonération d'impôt sur le revenu et seulement les intérêts qui seront assujettis aux prélèvements sociaux. Ça, c'est pour les sorties pour accident de la vie. La fiscalité pour la résidence principale, c'est la même que si vous sortez en capital à l'échéance. C'est-à-dire que le cumul des primes versements va être réintégré à l'impôt sur le revenu sans abattement. Et les intérêts, eux, seront fiscalisés à la flat tax, prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8% d'hier, 17,2%. Alors ça, c'est les taux en vigueur actuellement. Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui seront. Donc ce qui fait que si vous avez versé 100 sur votre plan, vous avez 150 au moment où vous liquidez soit la retraite, soit pour l'achat de la résidence principale et une liquidation en capital, eh bien, les 100 de versement, vous allez les réintégrer dans votre revenu imposable, et les 50, eux, seront taxés à la flat tax. Un petit focus sur la rente aussi. Bon, je sais que j'ai assez peu de monde qui me demande des sorties en rente. Mais alors l'avantage, comme je disais, du PER tout à l'heure, quand la question de la sortie va se poser, vous ferez vraiment totalement ce que vous voulez. On pourra même faire un dernier transfert parce qu'on a un plan qui propose une super rente ou des choses comme ça. C'est un des gros avantages sur le PER. Donc sur la rente,
Montant total de la rente imposée à l'impôt sur le revenu comme une pension de retraite. Et au niveau des prélèvements sociaux, vous avez en fonction de l'âge auquel vous liquidez cette rente, une part qui sera taxée, soit 40% entre 60 et 69 ans, et 30% au-delà de 69 ans. Sachant que le complément sera lui toujours taxé à la contribution solidarité pour l'autonomie à 0,3%. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la même que pour la sortie de la résidence, pour l'achat de la résidence principale. Donc le total des versements, cumul des primes, réintégré à l'impôt sur le revenu, donc au barème, et les gains donc au prélèvement forfaitaire unique avec l'impôt sur le revenu 12,8, 17,2% de prélèvements sociaux. Alors on a toujours l'option globale d'intégrer, si on devait à la retraite ou au moment du rachat de la résidence principale être dans la tranche à 11%, on a intérêt effectivement à prendre cette option. Et sachant qu'on la prend, elle est pour la totalité des revenus de l'année où elle est décidée. C'est-à-dire que si vous avez des dividendes d'actions, des revenus d'obligations, ils seront également soumis au barème. L'offre bourse directe, donc c'est ce que je vous disais, essentiellement une offre assurance. Pour l'instant, l'offre compte titre est assez, je vous dis, restreinte, très peu souple, très peu adaptable, mais peut-être qu'on aura des produits super d'ici 2 ou 3 ans et on pourra de toute façon de nouveau transférer. Et le PER assurance pourra très bien être transféré sur un PER compte titre. Donc 3 assureurs, Generali, Apicil pour le deuxième, Intensia Liberalis Retraite, version absolue retraite, c'est Spirica, c'est donc filiale du Crédit Agricole, et Pertinence Retraite sur Avenir, donc qui lui est Crédit Mutuel Arkea. Donc comme vous voyez, des minimums entre 500 et 1000 euros. Pas de frais sur versement, c'est ce que je mettais. Des frais de gestion qui vont de 0,6 à 1%. Alors notamment le Pertinence Retraite, pourquoi on l'a mis, c'est parce que pendant longtemps, il permettait de faire des versements 100% fonds en euros. Maintenant, on retrouve un peu plus de souplesse sur les fonds en euros et certains assureurs permettent de nouveau d'augmenter les taux de fonds en euros. Vous avez le PER Generali, notamment, vous retrouvez des actions et des ETF sans frais de transaction. Là où, si vous voulez, sur Apicil, tous les autres vont avoir des ETF, mais avec des frais de transaction à chaque opération. C'est-à-dire que vous faites un arbitrage. Les ETF que vous achetez, il y aura 0,10% ou 0,15%, et les ETF que vous vendez, il y aura 0,10% ou 0,15%. Et puis, donc, en plus du Generali, il y a seulement la version absolue retraite où vous avez des actions. Les supports immobiliers, là, une grande gamme, toujours très très importante, SCPI, OPCI, SCI. Le private equity aussi, qui fait son entrée avec nombre de FCPR. Et je pense qu'on doit retrouver le FCPR NextEdge dans un de ses produits. Comme je vous disais, effectivement, les assureurs ont limité. Notamment, je sais que certains ne prennent pas les retraités ou les prennent uniquement en transfert. Et puis, l'âge limite, notamment, c'est pour des problématiques réglementaires, notamment de marché cible. On nous demande, quand les assureurs créent un produit financier, ils doivent définir un marché cible, c'est-à-dire quel investisseur est intéressé par ce produit. En règle générale, l'âge maximum, c'est toujours 75 ans. La synthèse sur, en gros, les 4 produits que nous commercialisons chez Bourse Direct. Generali Patrimoine, si vous voulez faire des actions et des fonds indiciels, donc ETF Tracker, sans frais supplémentaires. Le PER Apicil, donc c'est le moins cher pour investir sur une section de fonds à long terme. Le version absolue retraite, donc là c'est effectivement celui-ci que nous utilisons pour les retraités, puisque là l'assureur l'autorise. Et le fonds Pertinence Retraite pour un investissement 100% fonds en euros, sachant que le fonds en euros avait fait 2,50 de performance l'année dernière, donc c'était parmi les meilleurs du marché. Alors, bien sûr, donc, on est sur un placement assurantiel, on a toujours les mêmes problématiques de risque de perte en capital. Vous avez les fameux frais cachés, donc les frais de gestion des fonds dans lesquels vous investissez. C'est pour ça aussi qu'on a dans certains plans des actions, des ETF pour, si vous les souhaitez, minimiser ce genre de frais. Donc l'imposition du capital et des intérêts à la sortie sur les primes originaires ont été déduites. Donc on avait dans le PERP, je ne sais pas si vous connaissez, la possibilité sur les sorties en capital de prendre un PFL à 7,5. Donc là, ça a totalement disparu dans le PER.
Donc je mettais attention au plafond de versement, c'est ce que je vous disais, hein, si vous avez des abondements, des monétisations de compte épargne-temps, des versements obligatoires sur des PER obligatoires ou anciennement article 83, attention à ça. Donc sur la partie IFI, on n'avait pas forcément de position forte dans la loi. Mais il a été précisé en début d'année que à partir du moment où le plan devient rachetable, c'est-à-dire vous avez un cas de sortie anticipée où vous venez à la retraite, donc le contrat devient rachetable. Et là, les supports immobiliers compris dans le PER deviennent taxables à l'IFI. Bon, on a quand même quelques avantages. C'est une obligation réglementaire d'avoir ces slides sur les avantages et les inconvénients. Donc pas de limite d'âge, mais là encore une fois, il faut trouver l'assureur. Mais là, on a ce qu'il faut en la matière. Donc des versements libres, sans condition de montant ni de périodicité. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez alors ouvrir pour prendre date. C'est pas un produit qui a des durées minimum recommandées ou des avantages fiscaux à partir de 8 ans comme l'assurance vie, donc ça n'a aucun intérêt. Vous avez tout, là aussi, le fait d'avoir des PER assurances, c'est que vous bénéficiez de la totalité, je dirais, des supports d'investissement du marché, hein, qui vont des actions, fonds en euros. Enfin, vous retrouvez vraiment la panoplie complète des supports d'investissement. Possibilité de souscrire, c'est ce que je vous disais, hein, plusieurs PER par personne, il n'y a pas de limitation. Comme le seul, c'est le PEA, hein, qu'on connaît, où vous êtes un PEA par personne. La sortie à la retraite, donc en rente au capital. Là, donc, sur la sortie, c'est vraiment quand on va se poser la question. On a la possibilité de nous calculer toutes les rentes possibles et imaginables. Et puis je vous dis, on peut faire un dernier transfert pour justement avoir peut-être une meilleure rente ou une rente à laquelle on n'avait pas pensé, ou une rente innovante qui aurait été lancée à l'avenir. Et c'est aussi un produit, vous n'avez pas d'obligation de le liquider à partir du moment où vous tombez à la retraite. Si ça peut être un produit, je dirais, pour financer la dépendance, parce que si vous liquidez à 65 ans ou à 85 ans, vous allez voir qu'il y a un fort effet de levier sur la retraite, la rente, pardon, qui est calculée. Et puis, donc, fiscalité avantageuse, c'est le PER assurance bénéficie de la fiscalité de l'assurance au niveau de la transmission. Donc, c'est-à-dire les abattements de 152 500 € si le décès intervient avant 70 ans. Donc là, c'est l'âge du décès. Là, on ne parle pas d'âge de versement. Et l'abattement de 30 500 €, lui, il s'applique sur le capital total transmis et non sur les versements comme dans l'assurance vie. Le PER est devenu un excellent outil patrimonial, court terme et long terme, au-delà de, c'est un très bel outil patrimonial. Et les produits qu'on a sont aussi des outils patrimoniaux à architecture ouverte, pas trop chargés, pas chargés, pas de frais de souscription, pas de frais d'adhésion, des frais de gestion plutôt réduits. Et ce sont d'excellents produits. Je voulais dire autre chose, je ne me rappelle plus. Oui, et ce que j'avais dit tout à l'heure sur la prévoyance aussi, à tout moment de la vie, c'est des excellents produits patrimoniaux, mais il faut être taxé à plus de 30%. Du fait des cas de déblocage. Alors oui, effectivement, c'est une recommandation qu'on va avoir tendance à faire. Pourquoi ? Parce que les capitaux sont bloqués jusqu'au soit des cas de déblocage, soit de départ à la retraite. Et si vous faites des simulations que vous versez en efficacité fiscale, donc tranche à 11%, sortie à 11%, entre l'assurance vie et le PER, ce qui va vous rester une fois que vous aurez payé la fiscalité à la sortie, c'est sensiblement équivalent. Donc autant en rester avec la souplesse de l'assurance vie. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est en ouvrir un tout de même. Et si vous avez des dispositifs d'entreprise que vous souhaitez récupérer justement pour avoir un meilleur choix de fonds, faire des supports immobiliers, je sais que parfois, des dispositifs en entreprise, on est assez déçu des supports qu'il y a dedans, voire il y en a très peu. C'est des supports maison, ils sont chargés en frais. Donc c'est un moyen qui permet justement de récupérer ces fonds et d'avoir la gestion et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et là-dessus, souvent, sur les plans d'entreprise, quand vous, au bout de 5 ans, débloquez vos plans
pour replacer sur de l'assurance vie, parce que vous allez avoir un choix plus large de produits, et vous l'avez débloqué. Et quand vous quittez l'entreprise, pareil, profitez-en pour sortir de vos plans et pas les laisser. On a des clients qui ont des plans, il n'y a aucun intérêt de rester ces plans d'entreprise. Après, à partir du moment où vous quittez, vous pouvez le transférer à tout moment, mais dans l'idée, maintenant, on a un outil justement pour recevoir, pour mettre tout dans un même plan, même si donc l'assureur, lui, il suit chaque compartiment. À l'intérieur, vous avez donc les 3 compartiments. Parce que pour rappel, en dehors de tomber dans le cas de la rente minimum qui a été fortement revalorisée ces derniers temps, on était à 40 € par mois, on est à 110 € par mois, donc ce qui est en gros à 65 ans, si vous avez un capital inférieur à environ 35 000 €, eh bien la liquidation, ça se fera dans ce qu'on appelle une rente unique. Donc vous serez le capital totalement versé. Parce qu'on a le compartiment 3, donc PER obligatoire, article 83, dans la loi, c'est une obligation de liquidation en rente. Donc, la seule solution pour sortir en capital sur ce genre de choses, ce serait d'avoir moins de 35 000 € au titre des faibles rentes. Je vous avais dit que c'était Monsieur Père. Non. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe l'offre? Après, il y a une slide qui le dit, hein, l'information n'est pas complète. J'ai un webinaire sur le PER où c'est 3/4 d'heure, 1 heure, où je rentre plus en détail dans la fiscalité sur le décès, sur le fonctionnement du plan. Donc, n'hésitez pas. Le prochain a lieu le 30 novembre. Vous avez un webinaire sur les PER que nous commercialisons. Et début décembre, il y en a un justement plus sur la réglementation. Mais en l'occurrence, on a aussi une petite offre. Voilà, sur le webinaire, il n'est pas rediffusable sur YouTube. Sur notre chaîne YouTube, il faut vraiment le voir. Il y a tellement de valeur ajoutée, c'est tellement qualitatif qu'il faut le voir. Alors, la seule chose, c'est que j'ai du mal. Je réponds toujours aux questions globales. Hein, comme je dis, c'est vraiment spécifique à chaque situation. Donc, répondre à une question particulière, ça c'est plus par téléphone. Appelez-nous. Est-ce qu'on a voilà, vous avez le numéro du pôle épargne. Donc ici. Vous pouvez souscrire les PER sur notre site aussi, épargne.boursedirect.fr. Si vous avez besoin d'aide sur la location, on peut vous accompagner. On vérifie aussi par rapport à ce que vous souscrivez derrière, par rapport à votre situation, vous avez déclaré dans le KYC chez nous. Est-ce que vous souscrivez pour voir si c'est en adéquation pour pas que vous fassiez des bêtises? On essaye de vous accompagner beaucoup sur le PER. On n'est pas là comme les assureurs et les banquiers à ouvrir à tout bas et compagnie. On veut vraiment que ce soit qualitatif sur la bourse. Enfin, oui, un petit complément d'information, effectivement, vous retrouvez la gestion libre, comme traditionnel contrat assurance vie. Il y a des offres de gestion pilotée qui sont spécifiques selon chaque assureur. Et on a aussi ce qu'on appelle la gestion horizon retraite, qui a été donc insérée dans la loi du produit, avec une sécurisation de l'épargne au fur et à mesure où vous vous rapprochez de l'âge légal de la retraite, sachant que vous avez 3 profils et que vous retrouvez les sous-jacents dans lesquels c'est investi dans les notices d'information. Chaque assureur aura sa répartition, mais en gros, vous allez retrouver un support immobilier, un support action monde, des supports obligations qui seront sensiblement identiques et qui se sécurisent au fur et à mesure du temps. On avait une question. Oui, excusez-moi. Sur la rente, le capital est aligné alors pour la sortie en vente? Ah oui, tout à fait. Alors, effectivement, vous pouvez faire un choix, commencer à sortir en capital, peut-être faire un peu de capital, mais à partir du moment où vous choisissez la rente, c'est une totale aliénation. Là, on est d'accord. À partir de fait, vous voulez même des petits montants en capital? Oui, le capital, vous sortirez comme vous avez besoin de 1 000 €, vous sortirez 1 000 €. Oui, non, par contre, il n'y a pas un minimum pour sortir en rente? Alors non, sur la rente, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En dehors de si on tombe dans le calcul des faibles rentes, les moins 35 000. Voilà, environ un capital de 35 000 à 65 ans. Donc on est inférieur à 110 €. Donc l'assureur, lui, est autorisé à vous verser une rente unique. Voilà, mais en l'occurrence, à partir du moment où vous faites le choix de la rente, effectivement, c'est une aliénation totale du capital. Et vous pouvez mettre en place la rente à 85 ans. Voilà, c'est ça. Un des avantages aussi, les premières années, il n'y a peut-être pas besoin forcément de revenus, on n'a pas d'obligation de liquider. À partir du moment où le plan est ouvert, vous pouvez continuer à le gérer, vous pouvez, et puis quand le besoin de revenus se fait sentir, soit faire des capitals fractionnés. Je pense qu'on s'orientera essentiellement vers du capital fractionné. Sylvain, on répond juste une petite dernière chose. Donc on est sur la table de mortalité femmes, puisqu'il n'y a plus de discrimination homme-femme depuis plus de 10 ans maintenant. Donc il n'y a pas de... Là où certains produits, c'est pour ça aussi dans vos transferts, attention vos Madelins, peut-être que vous avez payé 3-4% de frais.
ne les perdez pas parce que ça veut dire que vous avez une table de mortalité garantie et que vous avez un taux technique garanti. Là, on est sur des taux techniques à 0%, c'est-à-dire le taux de rémunération pendant la phase de rente. Oui, il y a eu pas mal d'erreurs sur ces sujets-là, sur les transferts Madelin. Il faut faire attention là-dessus. Et les assureurs n'ont pas été très cool. Sylvain, est-ce qu'on va boire un verre? Comme tu veux. Je pense qu'il est l'heure. Merci. On vous invite tous, merci à vous, on vous invite tous à boire un verre et puis on est tous là pour répondre à vos questions et on va voir qui va vers la forêt, qui va vers la PME et qui va vers les Sofica, le cinéma, qui est... À tout de suite.